Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau focus spécial Covid-19 et ce mardi 31 mars, la Guadeloupe compte 114 cas confirmés de coronavirus, soit 7 de plus qu'hier. Parmi eux, 27 patients sont hospitalisés au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, 14 en réanimation et 13 aux maladies infectieuses. L'on compte également 4 patients au CHBT, au centre hospitalier de Basse-Terre, soit 31 personnes hospitalisées au total. Et aujourd'hui, 22 personnes sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. Nous sommes déjà tout de même à 5 décès et nous devons limiter la propagation du virus en restant confinés et en respectant les gestes barrières. Mais certains élus ont décidé d'aller plus loin pour le bien de leur population. Parmi eux figure Marie-Zette Zoll, maire de Grandbourg et présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, qui est en direct téléphonique avec nous. Bonsoir Madame Hetzoll. Bonsoir Canal 10, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors le 17 mars dernier, les élus de la Grande Galette prenaient un arrêté interdisant le débarquement des passagers sur les côtes et ports de l'île, une mesure qui visait, vous l'avez dit, à protéger ce territoire. Un arrêté qui a finalement été suspendu par le tribunal administratif de Basse-Terre suite à un recours du préfet Philippe Gustin. Est-ce que vous parlez toujours d'acharnement de la part du préfet quant aux mesures que vous avez prises avec les autres élus marie-galantais ? Alors, il est vrai que nous avons parlé d'acharnement puisque nous ne comprenions pas pourquoi est-ce que le préfet nous refusait le droit de prendre cet arrêté et encore moins pourquoi il s'était pourvu au tribunal administratif. Mais tout cela maintenant est réglé puisque nous avions, à l'initiative du président de région, nous avons eu une visioconférence hier avec le sous-préfet, les 3 maires de l'île ainsi que le président de région. Et il a été convenu que le dispositif mis en place par les élus de Marie-Galante est de nouveau valide. À savoir que nous avons arrêté que la rotation des navettes maritimes restait suspendue pendant toute la durée du confinement. Nous avons aussi arrêté que la continuité sanitaire et territoriale se poursuivrait comme nous l'avions instauré par les rotations hebdomadaires d'Air Anti-Express, c'est-à-dire par 3 vols réguliers mardi, mercredi et vendredi, avec un avion de 19 places, consacré en priorité aux personnes malades qui nécessitent des soins indispensables en Guadeloupe. Et les quelques places qui restaient étaient mises à disposition des Guadeloupéens ou Marie-Galantais qui répondaient aux exceptions de l'arrêté de confinement. D'autre part, nous avons convenu avec le sous-préfet et le président de région que l'État s'engageait à mettre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de ces vols en mettant à disposition des passagers, que ce soit les masques et les gants. D'autre part, les parties ont donc convenu que tout ce dispositif serait valide pendant tout le temps du confinement décrété au niveau national. Donc, malgré la décision du tribunal administratif, vous voyez que finalement le dispositif mis en place par les élus a été validé, puisque c'est ce que nous avions demandé dès le départ, puisque nous ne pouvons pas accepter que 3 fois par jour, ce sont 700 voyageurs qui arriveraient par bateau, alors que par avion, ce ne sont qu'une dizaine de passagers qui pourraient peut-être arriver s'ils correspondent au cadre de l'arrêté de confinement. C'est vraiment réguler un peu le trafic sur Marie-Galante. Tout à fait, puisque l'État s'est engagé à contrôler s'ils répondent bien aux conditions qui leur permettent de prendre l'avion. Et nous avons mis en place un système de traçabilité pour ces passagers qui arrivent à Marie-Galante avec une fiche qui est d'ailleurs donnée par la préfecture. Et une fois arrivés à Marie-Galante, les polices municipales s'assurent du suivi de ces passagers, d'où ils proviennent et où ils vont à Marie-Galante et qu'est-ce qu'ils font. Et si besoin, est-ce qu'ils respectent le confinement. Donc voilà ce qui a été arrêté hier avec monsieur le sous-préfet. Et toutes les parties se sont mises d'accord là-dessus et nous devons évaluer dans une semaine ce dispositif. Alors, est-ce qu'en termes d'approvisionnement, est-ce que Marie-Galante est aussi un peu coupée de la Guadeloupe continentale ?
Pas du tout, puisque dès le départ, dans notre dispositif, dans le dispositif arrêté par les 3 maires, nous avons convenu avec l'armateur responsable de la barge qui assure l'approvisionnement en marchandises de l'île qu'il y ait 2 rotations régulières, et cela se fait le mardi et le vendredi pour approvisionner les magasins de l'île et tous ceux qui ont besoin de cet apport de marchandises. Et nous n'avons à ce jour eu aucun retour négatif, bien au contraire, puisque les commerçants nous disent être très satisfaits de ce dispositif. Donc, vous voyez que c'est vrai que les élus de Marie-Galante ont su mettre les choses en place de façon cohérente, de façon à ce que la population soit protégée, puisque ça, c'était notre première préoccupation, protéger notre population qui, je vous le rappelle, il y a 60% de personnes de plus de 60 ans sur le territoire, souvent ayant des comorbidités, à savoir que ce soit l'une ou l'autre, une ou plusieurs maladies, que ce soit l'hypertension, le diabète, l'obésité ou le surpoids. Donc, autant de personnes sur le territoire qui sont des personnes à risque, et c'est ça qui a motivé notre décision d'arrêter cet afflux massif sur le territoire et surtout cet afflux massif non contrôlé. Donc je crois que finalement la raison l'a emporté et tout le monde, en tout cas autour de la table hier, nous nous sommes tous arrêtés à ce consensus qu'il faut vraiment ne pas permettre l'arrivée de navettes rapides avec ce flot de passagers, parce que même en respectant les recommandations imposées par la pandémie, ce serait 100 de passagers par bateau, donc 200 passagers 3 fois par jour. Donc vous comprenez que nous préférons avoir 10 passagers 3 fois par semaine plutôt que 100 passagers tous les jours, 300 passagers tous les jours. Donc voilà un peu quel a été notre fil conducteur dans notre réflexion, c'est vraiment mettre à l'abri la population de Marie-Galante et éviter que cette pandémie ne nous affecte trop fortement, puisque il est à peu près certain que nous aurons des cas, mais nous voulons vraiment limiter la casse. Et à ce jour, alors que la Guadeloupe est en situation d'épidémie, nous n'avons eu à déplorer qu'un cas avéré, hospitalisé, donc pour le moment la situation est quand même contenue. Aujourd'hui encore, nous avons eu 2 cas qui se sont révélés être positifs, 2 personnes arrivées à Marie-Galante le 13 mars. Donc vous voyez que c'est vraiment cet afflux qui pose problème à Marie-Galante. Et donc c'est pour cela que nous maintenons notre position et que nous avons su nous faire entendre et comprendre par les services de l'État. Et donc ensemble, nous avons validé le dispositif mis en place par les maires de Marie-Galante. Alors, la population, de toute façon, vous a accordé sa confiance quant aux décisions que vous prenez. Le résultat, justement, de cet arrêté, on l'aura dans quelques jours, à savoir si la maladie a bien été contenue ou pas. Donc, vous faites état de 3 cas pour l'instant. Lorsque des cas sont avérés positifs sur le territoire marie-galantais, comment les choses se passent ? Alors vous savez que Marie-Galante a été encore une fois innovant, puisque nous avons été le premier territoire à mettre en place, et quand je parle de nous, c'est avec ma casquette de médecin, les médecins libéraux, nous avons mis en place un cabinet de consultation spécifique pour tous les patients qui présentent de la fièvre ou qui toussent, de façon à ne pas contaminer nos cabinets de ville. Et donc ce que nous appelons le Covid Center, il procède à un pré-tri des patients. Tous ceux qui ont un doute, qui ont des symptômes, sont vus dans ce Covid Center par les médecins de ville qui jugent en fonction de ce qu'ils trouvent à leur examen, s'il faut ou non envoyer ces patients au niveau des urgences de l'hôpital. Et c'est comme ça, d'ailleurs le premier cas a été identifié par ce biais-là. Donc avec ce Covid Center, nous pouvons procéder à un examen des patients qui ont des doutes ou des signes suspects, et après nous jugeons de l'opportunité ou pas de faire les prélèvements, parce que nous faisons à ce Covid Center, nous réalisons les prélèvements et où nous les orientons vers l'hôpital Sainte-Marie. Donc Marie-Galante s'est organisée, puisque nous savons la faiblesse de notre territoire, nous savons que nous n'avons pas de structure hospitalière en capacité de prendre en charge ces gros malades qui se présentaient, et nous savons aussi que parallèlement à Pointe-à-Pitre, le CHU sera vite débordé s'il ne l'est déjà. Donc c'est pour cela que nous voulons limiter les cas à Marie-Galante, parce que vous comprenez bien que s'il y a un malade de Marie-Galante âgé et en détresse respiratoire,
ça m'étonnerait qu'on fasse le choix de venir le chercher à Marie-Galante alors qu'en Guadeloupe, ils sont déjà débordés et qu'il manque de lits. Donc voilà pourquoi les maires de Marie-Galante et les médecins, puisque nous sommes soutenus par la population, par la population de Marie-Galante, par les médecins de l'île, par vraiment tous ceux qui prennent le temps de comprendre notre raisonnement, nous soutient et nous avons d'ailleurs mis une pétition en ligne qui a plus de 7500 signatures aujourd'hui pour comprendre l'importance d'agir en amont en fait. Nous ne voulons pas arriver au pied du mur avec une catastrophe, nous avons dû agir bien avant et c'est pour cela que nous avons proposé cette organisation et que l'État, le Conseil régional, tous ont su nous entendre et comprendre et jusqu'à maintenant notre dispositif semble efficient. Et comme vous l'avez précisé, finalement, le préfet de région, Philippe, sur sa décision en vous donnant raison dans votre démarche. Donc, est-ce que globalement, vous pensez qu'on a perdu beaucoup de temps sur cette gestion de crise ici dans les îles? Vous faisiez référence justement à ces deux cas qui sont rentrés sur le territoire marie-galantais le 13 mars. Donc, est-ce que nous n'avons pas perdu trop de temps? Je ne dirais pas que nous avons perdu trop de temps, puisque à la date du 13 mars, nous n'avions pas encore décidé d'arrêter les bateaux. Nous n'avions pas, je pense, encore pris la mesure de la catastrophe annoncée. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour dire si on a perdu tout ce qu'on veut. C'est aujourd'hui faire au mieux pour protéger notre population et c'est ce qui est important. Donc continuer, avoir su se faire comprendre, ça c'est important. Plutôt que d'être, parce que je crois qu'en cette période de pandémie, en cette période de crise, l'heure n'est pas à passer notre énergie dans des batailles juridiques. Je crois que là, l'heure est à être à côté de notre population, à les rassurer et à surtout leur demander de suivre les recommandations qui sont énoncées par les tutelles, par les services de santé. Et je crois que voilà, toute notre énergie est concentrée là-dessus pour faire prendre mais conscience. vous entendez quand même une certaine grogne de la population qui s'est vue un peu perdue avec toutes ces annonces gouvernementales et ces contre-annonces finalement. La population à Marie-Galante a choisi de faire confiance à ses maires et je crois que là, donc ils nous ont vraiment fait confiance, ils nous ont accompagnés et nous avons su tous ensemble nous faire entendre et c'est ce qui est important. Nous avons su nous faire comprendre, nous faire entendre et c'est vraiment ce qui est important. Et c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y aura pas de rotation maritime tant que nous serons en période de confinement. Les rotations, la continuité sanitaire est assurée par la voie aérienne ainsi que la continuité territoriale pour les impérieuses nécessités de certains. Alors, vous l'avez dit, vous prenez les devants pour ne pas être pris au dépourvu dans cette gestion de crise. Est-ce que Marie-Galante est prête en termes de masques et d'équipements de protection pour les personnels soignants et pour la population? Allô? Madame Hetzel, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Je crois que Madame Hetzel... Non, allô? Allô, Madame Hetzel. Oui, voilà, oui, je t'avais perdu. Oui, ça va mieux. Donc je vous disais, est-ce que, avec toute votre préparation justement en amont, est-ce que le territoire marie-galantais est équipé en termes de masques et d'équipements justement sanitaires pour permettre de lutter contre cette crise ? Alors, comme partout ailleurs, nous manquons de masques et nous avons eu le retour de certaines associations d'aide à domicile qui se sont adressées à la communauté de communes, qui se sont adressées à nous pour les accompagner. Et la région nous a demandé de centraliser les besoins du territoire, ce que nous avons fait. Et hier, nous avons passé une commande de masques et de gants et de tout ce qui serait nécessaire à ces différentes structures. Voilà. Donc, bien sûr qu'il manque des masques à certains, mais nous avons fait au mieux et nous avons passé commande hier, transféré la commande à la région pour qu'il fera une commande groupée. Et pour ce qui est des stocks qui étaient censés être mis à disposition par l'ARS ?
Alors l'ARS a dû desservir les structures qui dépendent d'elle. Nous, communautés de communes, ne savons pas précisément ce qu'il en est, mais je n'ai pas eu de retour en tout cas. L'hôpital dit avoir ce qu'il faut, la polyclinique dit avoir ce qu'il faut. Les services, les CCAS, les stocks sont un peu tendus, mais nous arrivons pour l'instant à gérer et nous avons commandé dès hier ce qu'il faut pour compenser. Et est-ce que vous êtes en mesure d'attendre la livraison de cette commande ? Attends le choix. En interrogation. Alors, Madame Hetzel, comment vous voyez un peu la suite puisque vous devez prévoir, vous gouvernez, donc vous devez prévoir d'une certaine façon. Comment vous voyez un peu les jours à venir ? Alors, je pense que cette crise faut toujours voir le verre à demi plein plutôt qu'à demi vide. Bien sûr que c'est une crise catastrophique qui nous atterre tous, mais nous avons aussi en cette période à réfléchir à un autre mode de fonctionnement, à savoir, et c'est ce que nous prenons, nous, élus du terrain, depuis tantôt, c'est à savoir l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire. Et là, c'est un exemple flagrant qu'il faut que nous y arrivions. Il faut que nous arrêtions de dépendre des bateaux qui nous emmènent à manger, des bateaux qui nous emmènent tout ce dont nous avons besoin. Il faut aussi nous remettre en question pour que nous puissions dorénavant, en cas de crise comme ça, que nous ne soyons pas suspendus à un bateau. Donc, parler d'autonomie, le président de région Aéry Chalus parlait justement ce midi de plus d'autonomie, que les élus devraient avoir plus de compétences, plus de matière à décider, en faisant référence d'ailleurs aux petits soucis que vous avez eus avec le préfet Philippe Gustin. Est-ce que vous le rejoignez sur cette question d'autonomie sur laquelle il faudrait débattre selon lui lors d'un prochain congrès ? Mais ça, de toutes les façons, c'est un cheval de bataille que nous défendons depuis bien longtemps. Il est inadmissible que ce soit de l'extérieur qu'on décide de ce qui est bon pour nous. Qui mieux que nous savons les besoins de notre territoire? Qui mieux que nous, élus du territoire et élus choisis par une population, savons ce dont notre population a besoin? Et donc, il est certain que ce n'est pas normal que nous ayons à dépendre des décisions des autres qui ne connaissent pas notre territoire et qui ne connaissent pas notre population. Donc, nous aurons bien sûr, et ça c'est dit et redit par les élus marie-galantais depuis bien longtemps, il faut que nous nous prenions en main, il faut que nous puissions décider de ce qui est bon pour notre population et notre territoire, que nous ayons cette marge de manœuvre et surtout que nous soyons entendus et écoutés. Alors, quand on voit justement les mesures qui sont prises et les appels aux dons, est-ce que vous trouvez normal que justement le CHU de Pointe-à-Pitre lance ce genre d'appel ? C'est toujours pareil. De toute façon, à un moment, si on n'a pas le choix, on est obligé de faire appel à l'extérieur. Ce qu'il aurait fallu, c'est s'organiser bien avant. Mais est-ce que le temps est à la critique actuellement ? Le temps viendra pour les critiques. Là, maintenant, je crois qu'on a besoin de solidarité, on a besoin d'entraide, on a besoin de soutien, plus que de critiques tout au long des jours qui sont déjà suffisamment difficiles. Je crois que le peuple guadeloupéen devrait apprendre à se soutenir, quelles que soient les difficultés. Et une fois ces difficultés surmontées, on débriefe après, on se met autour d'une table et on essaie de corriger. Mais ce n'est pas pendant la crise qu'il faut taper les uns sur les autres. Je crois que ça, c'est vraiment pas constructif. Je crois qu'il faut apprendre à être constructif et le temps du débriefing viendra où on aura à se dire les choses. Mais pour le moment, on a plus besoin d'unité, de solidarité et j'espère que tout un chacun en prendra conscience. Alors, vous vivez justement sur le territoire marie-galantais, beaucoup de personnes âgées y résident également, on parle de solidarité, est-ce que vous allez redoubler d'efforts justement pour veiller sur nos aînés ? Mais vous savez que moi, ma profession première est d'être gériatre. Donc mon premier souci, c'est de m'occuper de nos aînés. Par ailleurs, les CCAS des 3 communes sont à pied d'œuvre, les collectivités aussi. Donc nous n'avons pas arrêté. C'est déjà le quotidien des CCAS que de veiller sur nos aînés. Et nous n'avons pas du tout arrêté, même en période de crise. Donc c'est une seconde nature pour nous, en tout cas pour moi, que de continuer cette action. Et bien sûr que nos aînés, pour l'instant, sont bien pris en charge, les aides ménagères continuent, la distribution de repas continue, voilà. Et bien sûr, nous comptons sur la solidarité de tout un chacun. S'il y a un loupé, ils nous le signalent et nous restons à leur disposition. Alors, si vous avez un message justement pour votre population ?
C'est bien sûr de répéter sans discontinuer, de respecter les recommandations, de rester confiné, parce que nous ne sommes qu'au début de la catastrophe qui nous attend. Donc plus que jamais, redoubler de vigilance, ne pas sortir, vraiment écouter, ne pas penser que parce qu'il n'y a rien que tout est gagné. Non, nous ne sommes qu'au début de la catastrophe. Donc le premier acte est de rester chez soi, rester confiné, respecter les règles d'hygiène, les recommandations, et surtout d'arrêter de toujours tirer l'un sur l'autre et de se soutenir au niveau des professionnels pour faire au mieux dans l'intérêt de notre population. Et une dernière petite question, c'est plutôt à la professionnelle de santé. Qu'est-ce que vous préconisez? Port des gants et masques obligatoires quand on sort de son domicile ou pas? Alors, les masques sont obligatoires déjà pour se protéger l'un l'autre, puisque vous savez que les masques que l'on porte sont pour éviter la propagation du virus. Donc, bien sûr, les masques autant que possible. Et pour les gants, il faut les mettre quand on en a besoin. On ne met pas des gants du matin au soir. On met des gants quand on va toucher quelque chose. Mais on ne met pas des gants parce qu'après, le gant devient une fausse assurance. On touche tout avec le gant. Finalement, le gant devient vecteur de propagation. Donc, se laver les mains avec de l'eau et du savon en se frottant les mains jusqu'à 30, c'est long. Vous verrez qu'on n'a vraiment pas l'habitude de se laver les mains correctement. Mais il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon en frottant pendant 30 secondes. Et ça, toutes les heures. Ce sera déjà bien. Et les gants, on ne les utilise que pour un but précis. Mais on ne garde pas les gants toute une journée. On ne garde pas les gants pendant des heures. Et votre avis sur l'hydroxychloroquine qui devrait justement être essayé plus largement au niveau national et peut-être aussi en essai clinique au CHU de Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement? Remède miracle ou faux espoir? Alors je dis que comme on n'a rien d'autre, ça ne coûte rien de l'essayer dans la mesure où on n'a rien d'autre à proposer aux patients et que je crois que si on se met à la place du patient, si c'est votre père ou votre mère qui est dans le cas, quand il est malade, on essaie tout. D'accord? Donc je crois que puisqu'on n'a rien d'autre à proposer, autant essayer ça. Autant essayer le Plaquenil. Merci beaucoup Marie Zetzel, je le rappelle, maire de la commune de Grand-Bourg et présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. Merci encore. Merci. Donc voilà tout pour cette première partie. On a le temps de passer un petit reportage? Non, on passe directement à la coupure pub et au retour plateau. Nous serons en direct avec le maire de la commune des Abîmes, monsieur Éric Jalton. A tout de suite. De retour sur le plateau de ce focus spécial Covid-19, nous venons effectivement de nous entretenir avec Marie Zetzel, qui est maire de Grand-Bourg et présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, qui nous a annoncé sur ce plateau justement qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec la préfecture quant à l'arrêt des rotations entre la Guadeloupe continentale et Marie-Galante. Donc les maires du territoire pourront assurer effectivement la protection de leurs administrés en réduisant le trafic. La continuité territoriale est par contre maintenue avec des rotations aériennes réalisées par Air Antilles Express. Et pour refaire état du bilan, notez qu'aujourd'hui on compte 114 cas confirmés de coronavirus, soit 7 de plus qu'hier. Parmi eux, 27 patients sont hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre, 14 en réa, 13 en maladies infectieuses et 4 patients au CHBT. On a donc 31 personnes au total qui sont hospitalisés en ce moment. 22 Guadeloupéens ont été déclarés guéris par les infectiologues et 5 personnes sont déjà décédées. Un bilan qui risque de s'alourdir les prochains jours. En tout cas, pour freiner la propagation du virus, il faut donc respecter les gestes barrières, à savoir rester à 1 mètre de son interlocuteur, voire 2 mètres, porter un masque par exemple, ou tout simplement rester à son domicile et éviter de croiser qui que ce soit. On entame quand même la 3e semaine de confinement qui sera maintenu jusqu'au 15 avril à minima. Et notez que pour ce qui est de la reprise des cours, elle devrait intervenir le 4 mai, mais Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, lui n'est pas encore tout à fait sûr de cette information, donc on attend de voir. Est-ce que nous sommes déjà en liaison avec monsieur le maire? Allô, oui, bonsoir. Monsieur le maire des Abîmes, Éric Jalton, bonsoir. Bonsoir.
d'analyse. Alors nous venons justement d'avoir Marie Zetzol au téléphone, des élus marie-galantais donc que vous avez soutenus. Est-ce qu'en cette période de crise, M. Jalton, les élus ont du mal à prendre leurs propres décisions? Non, je ne pense pas. On prend nos décisions dans le cadre de nos compétences. Elles sont peut-être contrariées ou contestées par d'autres autorités. C'est leur droit de contester. Mais nous avons nos compétences, nous les assumons. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. Je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Pour ce qui me concerne, Élie Jalton Maire des Abîmes, président de Cap Excellence. Puisque vous aviez donné des recommandations quant à cette gestion de crise, bien en amont, je crois, déjà pendant deux mois. Oui, c'est sûr. Vous faites allusion aux croisiéristes italiens. Exactement. Oui, pour les décisions qui ne relèvent pas de ma compétence. C'est ça le problème. Donc, je fais appel aux autorités compétentes, évidemment. On a le droit d'ester auprès des autorités compétentes, d'émettre des vœux, d'exiger, de demander, quand ce n'est pas nos compétences à nous. Et ce que j'ai fait concernant les croisiéristes qui venaient d'Italie, sous les vols avec MSC, croisiéristes et Costa Croisière, et on leur demandait à ce que ces croisiéristes italiens qui venaient des zones les plus infectées par ce virus d'Italie ne soient pas accueillis sur le territoire de Guadeloupe, et surtout qu'on ne les mélange pas avec des croisiéristes guadeloupéens qui allaient en croisière avec eux. Bon, on a laissé faire, sans doute, pour des raisons mercantiles, j'en prends acte, tout simplement. Et j'ai protesté de façon véhémente là-dessus, et voilà, on en prend acte. On aura à rendre compte les responsables de tout ça. Le moment venu, parce que l'heure est à l'unité, à l'union, à l'unisson face au coronavirus. Donc, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours écouté. Ça, c'est une réalité. Mais le mal est fait, maintenant, il faut voir de l'avant, voir comment on peut demander à l'État d'assumer pleinement ses responsabilités quant aux moyens logistiques, sanitaires, matériels notamment, alloués aux autorités hospitalières de Guadeloupe pour pouvoir accomplir leur mission, dépistage, les moyens, les lits de réanimation, les respirateurs, tous ces moyens de masques, de blouses, de charlottes, de surblouses précisément, pour que nos agents hospitaliers, nos médecins puissent en première ligne, puissent accomplir dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire leur mission. On est en guerre, oui, mais on est en guerre, mais on n'envoie pas des gens en guerre sans munitions, des soldats sans munitions. Il y a un feu à éteindre, il faut ne pas éteindre le feu avec les yeux bandés. Il faut qu'on puisse dépister, savoir où on dirige le jet d'eau pour éteindre le feu. Et c'est le dépistage qui aurait pu le permettre. On n'a pas appliqué le dépistage en Guadeloupe. On va sans doute peut-être s'y mettre progressivement sur l'ensemble français. Donc la Guadeloupe sera concernée. Mais voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup eu quand même de failles dans le dispositif. Bon, comme on l'a dit, il faut jouer collectif. C'est le passé. Maintenant, il faut qu'on nous donne les moyens. Équitablement. Nous sommes il y a 192, l'ensemble français est 192 fois plus peuplé que la Guadeloupe. Mais nous devons nous avons 21 lits par exemple de réanimation prévus pour la France, pour 100 000 habitants, 21 lits par tranche de 100 000 habitants. Pour l'instant, on en est à 6,7 pour 100 000 habitants en Guadeloupe. Donc on a encore de la marge, donc il faudra qu'on nous envoie des lits de réanimation en Guadeloupe pour qu'on puisse avoir le même taux que dans l'ensemble français. Est-ce que en cette période de crise, M. Jalton, cette période de crise où le gouvernement français a déjà du mal à ravitailler le territoire hexagonal, est-ce que vous pensez que nous figurons parmi leurs priorités? Il y a un proverbe qui dit que quand il y a le feu au château, on se préoccupe bien des écuries. Mais il faudra faire mentir ce proverbe. En droit, mais c'est la République. On ne peut pas être que dans la Constitution, équité territoriale et ne pas appliquer quand une thématique cruciale qui est l'aspect sanitaire, la compétence sanitaire. L'équité territoriale, c'est doit avoir au moins les mêmes moyens
et même davantage, puisque l'équité, ce n'est pas forcément l'égalité, davantage pour tenir compte de notre aspect insulaire, puisque on ne peut pas bénéficier d'une continuité territoriale sanitaire comme les régions qui sont dans l'Hexagone, qui sont continentales, les régions françaises continentales. Nous sommes des régions, comme on dit, ultra-périphériques. On est éloigné, on est isolé. C'est pas la Martinique qui va venir nous secourir. On peut pas compter sur les États-Unis, les pays d'Amérique qui sont eux-mêmes touchés par la pandémie. Ok? Donc, on doit anticiper, c'est un mot que ce gouvernement, en tout cas sur ce dossier, je ne vais pas généraliser, je ne suis pas là pour faire bashing, hein. Ce gouvernement doit apprendre en matière sanitaire qu'il faut anticiper. Anticiper. Et donner d'ores et déjà, en tout cas les prévoir, les moyens pour faire face à la montée en puissance de cette épidémie sur le sol guadeloupéen. Ok, on a un retard entre guillemets par rapport à l'Hexagone, mais ça va venir. Toute proportion gardée. Ok, quand on a, alors ici c'est comme si on en avait 192 sous l'ensemble français. C'est le rapport. On est 192 fois. La France est 192 fois la Guadeloupe. 67 millions d'habitants en France, et nous on a à peu près 400 000. Avec le rapport, ça fait à peu près 192. Donc quand vous entendez qu'il y a 5 morts ici, ça 5 fois 192, on est déjà peut-être à 840. 5, 850. C'est comme si on avait déjà 850 morts en France. Ok, donc on ne va pas attendre davantage pour nous donner les moyens. Bon, on a des masques. On fait ce qu'on peut, évidemment. Il y a un plan B, c'est nous qui prenons nos responsabilités, même en dehors de nos compétences, il le faut, pour donner à nos hospitaliers, nos médecins, nos agents de propreté, de sécurité, les moyens de sécurité, les masques, les gants, tout ce qu'il faut. Acheter même des respirateurs, on appelle ça, oui, des ventilateurs artificiels, des respirateurs, des lits de réanimation, tout ce qu'on peut. On a besoin des médicaments adéquats, sans attendre la pénurie pour dire tiens, il n'y a plus de médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous ne prenez pas justement les devants, sachant que l'État fera certainement défaut en termes d'approvisionnement logistique? Ah ben oui. Deux précautions valent mieux qu'une. Et chat échaudé craint l'eau froide. Ok? Donc on vaut mieux prendre quelques précautions face à un État qui n'a pas toujours été présent au moment que voulu. Je ne généralise pas. Donc on prend des précautions. Effectivement, toutes les collectivités, les institutions privées, publiques en Guadeloupe doivent faire un peu le nécessaire pour commander tout ce qu'on peut commander, pour pouvoir doter nos soldats de la santé des moyens pour qu'ils sauvent un maximum de Guadeloupéens. C'est ce dont il s'agit. Et là-dessus, il y a encore de la marge. Il faut y aller. Et si l'État accepte de nous écouter, eh bien, ce sera encore mieux, ce sera la cerise sur le gâteau. On sera doté de moyens pour faire la résistance face à ce virus et le vaincre en définitive, avec le moins possible de victimes de cette guerre, s'il faut appeler la chose par son nom. Alors, vous avez commandé déjà 160 000 masques, c'est bien ça? Exactement, 150 000 chirurgicaux et 10 000 FFP2. Donc 160 000 masques au total, et vous avez déjà budgété 500 000 euros pour l'achat de matériel? On met de côté 500 000 euros pour ces dépenses de cette même nature. On est en train de voir pour les respirateurs, pour les réanimations. On travaille dans le silence, je n'annonce pas ce qui n'est pas encore conclu. Les masques, c'est bon, on attend la commande. Et le reste, on est dessus pour pouvoir, et on va, s'il le faut, dépenser 1 million, 2 millions, mettre capacité dans son déficit, c'est pas un problème s'il faut sauver des vies. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas. On va compenser, on va régler le déficit sur 2, 3 ans, 4 ans s'il le faut. Si l'État ne vient pas nous secourir. La priorité, c'est sauver des vies. C'est sûr que les vies sont prioritaires. Comme on dit, on pourra toujours faire redémarrer l'économie, mais on ne sait pas effectivement comment ressusciter les gens. Ça, c'est pas encore possible. Mais vous l'aurez compris avec cette affaire entre la CFDT et le Conseil général qui a passé une commande de masques également pour un certain montant, près d'1 demi-million d'euros. La pilule a du mal à passer. Donc, est-ce qu'on pourra justifier de montants excessifs de dépenses uniquement par rapport à cette crise? Ou est-ce qu'il faudra quand même un peu... Justifier auprès de qui? Si c'est auprès du peuple guadeloupéen, il comprendra. Et l'État aussi devrait comprendre, parce que d'autres régions de France, ils se trouver dans la même situation. Ok?
Nous ne sommes pas une exception. Donc je pense, nécessité fait le roi, ok. Nécessité mère de l'industrie. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il faut anticiper. Ok, donc voilà, donc il faut y aller. On y va. L'État, la Chine nous aide, tant mieux. Les Chinois nous ont aidés. L'État doit être présent davantage. Et nous devons être debout sur le sol guadeloupéen pour défendre le peuple guadeloupéen, menacé par ce virus. Donc, Cap-Excellence, en tout cas, debout, la ville des Abîmes aussi. Et je pense que d'autres collectivités, la région, les départements, font aussi, prennent des initiatives. J'espère que les autres PCI, chacun y met du sien également. Et les institutions privées, les chefs d'entreprise, les gros patrons de ce pays qui profitent bien du pays. Maintenant, le pays est en guerre. Il faut qu'ils montrent aussi qu'ils aiment la Guadeloupe et non pas qu'ils aiment les Guadeloupéens, parce que c'est vraiment la Guadeloupe. Et c'est le moment ou jamais. Investir dans leurs moyens pour pouvoir aussi participer à ce sauvetage de maximum d'âmes guadeloupéennes. On pense concrètement. Vous devez peut-être faire référence par exemple à des start-up qui pourraient fabriquer des masques qu'on voit. Oui, des entreprises qui peuvent se reconvertir, faire autre chose, faire des masques, faire etc. Faire jouer dans l'intelligence pour pouvoir créer, faire marcher le système D, reconvertir. J'ai vu qu'il y a des romiers là, producteurs de rhum qui font qui ont fait un don de produits un don d'alcool, de lotion hydroalcoolique à partir de l'alcool du rhum. Ben oui, mais ils ont fait un don, mais ils peuvent faire davantage encore. Il faut produire davantage. Il faut produire encore. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce pays à partir de nos moyens de production pour pouvoir atteindre de moyens, des blouses et sur-blouses. Même au niveau du carnaval, c'est bien de couvrir le carnaval, de dire, nous sommes conscients, c'est le mouvement Guadeloupe, nous sommes Guadeloupéens, conscientisation à peu plat. On fait des costumes, etc. par milliers. Et maintenant, on peut être capable de créer quelques sur-blouses et des charlottes, quelques masques, des couturières là pour mettre au travail, pour produire, pour secourir nos infirmières au moins, pour distribuer un peu partout pour les agents de propreté, de sécurité, en attendant que nous ayons des masques dignes de ce nom. Donc, il faut qu'on mette en adéquation les belles paroles avec la réalité. Alors, vous l'avez dit, les Romiers ont fait don d'alcool qui ont permis la fabrication de 1200 litres de gel hydroalcoolique qui ont été livrés au département aujourd'hui. Plus de 60 couturières et couturiers guadeloupéens ont réalisé quand même plusieurs centaines de masques déjà pour nos personnels. Dans ce sens, oui. Aussi. Donc tout le monde effectivement est un peu dans cette optique. Donc selon vous, monsieur le maire, il faudrait vraiment que l'intelligence collective se mette en exergue pour qu'on trouve des solutions. On peut toujours demander à l'État, mais portons nos solutions avant tout. Oui, on demande à l'État, on exige même de l'État. Mais on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Chat échaudé, crée l'eau froide. Ok. Voilà, donc attention. Il faut aussi un plan B. Le plan B, c'est nous. Ce sont nos propres ressources locales. C'est le plan B. Donc il faut qu'il y ait le plan A. Il vaut mieux avoir deux fers au chaud qu'un seul. Un plan B qui semble être une bonne option. Votre vision justement de ces jours à venir, confinement prolongé jusqu'au 15 avril prochain, peut-être sous réserve d'une autre prolongation encore par la suite, on ne sait pas. Ce sera plus long que ça. C'est la division. S'il faut être clair, oui, effectivement, monsieur le maire. La population se prépare, ce sera plus long que 15 jours. C'est pas dans 15 jours qu'on va régler le problème. Il faut rester sans doute confiné encore plus longtemps. Et puis, envisager, on verra bien, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un épidémiologiste ni un infectiologue, mais bon, je regarde, j'écoute, je m'informe, j'ai une formation médicale de base. Et oui, ça va durer sans doute plus longtemps et on va sortir de cet confinement progressivement, c'est pas d'un seul coup. Ok, ce sera progressif sur la base des tests qui vont venir, les nouveaux tests, etc., qui sont plus rapides, qui permettront un déconfinement sans doute de façon sélective, progressif, permettre l'économie de fonctionner progressivement et remonter, une sortie progressive de ce confinement. Ça va pas être un beau jour, un confinement fini, tout le monde
en vacances, non, tout le monde travaille, non, ça va être sans doute progressif. On voit ce qui se passe dans d'autres pays du monde, en Chine notamment, c'est progressif. Hein. Donc, on va pas inventer le fil à couper le beurre. Hein. Ok, donc je pense que ça va se faire progressivement, mais bon, il faut. Le virus, hein, il répond à un certain nombre de critères. Hein. Il ne va pas disparaître comme ça pour qu'on parle en changement parce qu'on a décrété le confinement. Voilà, il va continuer à subsister un peu partout. Ceux qui n'ont pas été atteints risquent d'être atteints, même après confinement. Hein. Ok, il y a encore des mesures, il y a encore des précautions à prendre pendant très longtemps. Hein. Comme pour d'autres épidémies. Hein. En attendant qu'on ait ce fameux vaccin, c'est à ce moment-là qu'on pourra crier ouf, tout le monde va se faire vacciner, on aura fini avec le coronavirus pour ceux qui acceptent de se faire vacciner. C'est là qu'on pourra crier, respirer vraiment, mais tant qu'on n'aura pas le vaccin, on ne va pas respirer à 100% par rapport à ce fléau. Hein. Ok, on sortira peut-être d'une crise, mais il va toujours être là, nous menacer. Donc il faut penser effectivement à l'après et à ce coronavirus qui sera encore présent. Ah oui, bien sûr, tant qu'on n'a pas le vaccin, il sera encore présent. Dans tous les cas, effectivement. Et ça, le vaccin, c'est dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on verra bien, oui, on dit 18 mois, on verra bien peut-être. L'intelligence humaine a ce jour parfois fait des miracles quand la nécessité imposait les choses. Il faut faire confiance à notre espèce humaine, même si elle est prédatrice de notre environnement. Alors nous sommes en confinement donc pour un certain temps encore. Certaines communes, dont la vôtre, ont décidé même d'aller un peu plus loin avec des couvre-feux. Donc aux Abîmes, techniquement, on ne peut plus circuler sans motif impérieux entre 20h et 5h du matin. Pourquoi avoir fait ce choix ? Mais pour renforcer, on s'est aperçu qu'il y a encore beaucoup de personnes, notamment des jeunes et des moins jeunes, qui sont encore nuitamment, là, en petits groupes un peu partout. Il faut renforcer les choses. Hein. Et les commerces, après 20h, raisonnablement, on sort du travail à 18h généralement, 7h, on a le temps d'aller faire des courses à 20h et à 20h on rentre chez soi. Hein. Ok. Et donc ça ne sert à rien de prolonger, outre mesure, les sorties, le fonctionnement des commerces. À partir de 7h, il fait déjà nuit. Et non, il faut chaque heure de gagner, chaque couvre-feu va sauver des vies. Le couvre-feu va sauver des vies, statistiquement. C'est clair, comme le confinement, le couvre-feu va sauver davantage. Le respect des gestes barrières par le plus grand nombre va sauver des vies, etc. Hein. Ok ? Et ceux qui ne respectent ni le confinement, ni le couvre-feu, ni les gestes barrières, ce sont des criminels. Il faut appeler un chat un chat. Donc pour ce qui est des mesures qui sont prises, des amendes de certains montants et de la prison ferme s'il y a de la récidive, vous êtes totalement d'accord avec ça ? Je suis d'avis qu'on aurait dû même, comme en Italie, c'est ça, au moins par contravention, qu'on pourrait appliquer de façon différée, parce que ça peut être un père de famille qui a ses enfants, mais on diffère l'application de la peine. Sanction du permis de conduire différée après la phase de confinement ou après une certaine période pour ne pas en direct pénaliser les gens dans une période délicate. Mais des mesures coercitives à prendre, malheureusement, il y a des gens qui comprennent que la sanction ou la menace de la sanction. Alors il y a beaucoup de Français, de Guadeloupéens d'ailleurs, qui doivent quand même travailler. Le gouvernement n'a pas été clair sur les secteurs d'activité qui peuvent poursuivre justement. Votre avis là-dessus ? Clarification ou bien on continue à laisser 95% de certaines des entreprises fonctionner ? Non, on peut toujours envisager. Dès lors que les gestes barrières, ça commence à entrer dans la tête des gens. Ok ? Si le personnel comprend les choses, accepte d'entrer dans un système un peu plus coercitif, eh bien, on peut envisager de laisser un certain nombre de catégories travailler. Ok ? Dans le cadre de l'entreprise, et c'est pas on va se balader un peu partout, aller travailler, ensuite rentrer chez soi. C'est envisageable pour pouvoir maintenir une certaine économie. Mais toujours avec l'impératif prioritaire, c'est le respect d'un certain nombre de critères, de gestes barrières pour éviter les contaminations avec des masques, avec des gants là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, avec des masques pour éviter les lunettes, tout ça, tout ce qui peut protéger pendant le travail.
aussi imaginable. C'est au cas par cas qu'on progressivement peut libérer un peu l'économie. Hein. Mais il faut déjà rentrer dans la tête des gens, qui soient ouvriers, cadres, etc., le principe des gestes barrières, de l'autoprotection, de la protection des autres. Une fois que c'est bien rentré dans les esprits, on peut imaginer qu'on peut laisser certains secteurs économiques travailler, sous contrôle évidemment. Au cas par cas, les gens qui ne fonctionnent pas, bon, les refont en confinement. Ça peut se voir sur le temps, progressivement. C'est une expérience nouvelle, il faut en tirer des conclusions progressivement, s'adapter à la situation. La preuve d'intelligence, sachant que la priorité, c'est la santé, l'économie vient après. Mais c'est quand même une priorité, l'économie, mais elle est seconde. Donc on sauve les vies et après on verra dans quelques semaines. Bon, on verra, l'économie est prioritaire, mais elle est seconde, priorité seconde. La santé est la première des priorités. Si on doit choisir entre les deux, au cas par cas, on choisit d'abord la santé. Très bien. Un message pour votre population avant de se quitter ? Eh bien, faire preuve de beaucoup de courage, de patience. On sait qu'on est un peuple, on n'est pas très patient, un peu chaud. Les jeunes notamment, on a envie de sortir, surtout quand on habite dans les appartements, parfois avec un petit balcon, c'est pas évident. Quand des familles nombreuses, rester confinées, c'est pas évident. Donc on peut comprendre, faire un peu de sport, faire attention, même si vous êtes ensemble. Ne vous frottez pas les uns sous les autres. Attention, quand vous parlez en vis-à-vis, pas posillonner l'un sous l'autre, on ne sait pas. C'est ce qui... faut faire attention, prendre quelques distances, maintenir le contact, mais sans se mettre en danger vis-à-vis de l'autre. Donc respecter scrupuleusement tous ces gestes barrières, ne pas ramener des virus chez vous. Faire attention, les chaussures, il faut les nettoyer en dessous, on va rentrer à la maison, ne pas amener les virus, se changer éventuellement les linges, on est resté longtemps dehors, faire attention. Il y a des choses à faire, se laver régulièrement les mains, tout le monde n'est pas obligé d'avoir des lotions, il suffit du savon et de l'eau savonneuse, ça nettoie précautionneusement. Oui, mais si vous avez, par exemple, vous avez réglé le problème de la distribution d'eau sur votre territoire, bon, c'est pas réglé partout en Guadeloupe, on le sait. Oui, mais c'est pas le coronavirus brutalement qui va régler le problème de coup de baguette. On est d'accord, mais c'est un problème structurel. Mais on a une inégalité face, justement. C'est les travaux qui vont régler le problème. C'est vrai que chez nous, on n'a pratiquement réglé le problème. On a des tours d'eau pour 12 000 habitants encore qui subsistent dans les grands fonds, mais c'est périodique. Les gens ont le temps de faire des réserves avant les tours d'eau. Mais il y a des secteurs qui sont durablement, peut-être pas chez nous à Cap-Excellence, qui sont durablement atteints par les coupures d'eau. D'autres qui se relèvent pas des tours d'eau. Et là, c'est un peu plus problématique, effectivement. Donc là, ils doivent prendre des précautions et les accompagner. Je sais qu'il y a des distributions qui sont faites dans certains secteurs, dans d'autres communes, pour ces gens. Et effectivement, il faut les accompagner de l'eau non potable, des citernes où ils peuvent utiliser l'eau pour se nettoyer, etc., avec du savon. Les mains, en tout cas, au moins. Et le reste pour boire, de la distribution d'eau en bouteille. Ça, il faut voir ça avec les collectivités qui sont durement touchées par ces problèmes de coupure quasi permanente de l'eau. Donc, voilà, mais ça, ce problème de l'eau, ça va être réglé avec les travaux. Les travaux du plan d'urgence ne sont pas encore tout à fait terminés. La région doit encore faire quelques travaux sur le réseau du SIAC, qui dessert les 12 000 habitants des Abîmes, notamment, qui sont atteints de fait des tours d'eau après que 42 000 autres ont été, grâce à nos travaux, délivrés des tours d'eau. Voilà, donc, effectivement, les gens de plus pour accélérer le processus, et que l'État nous accompagne financièrement pour finir avec cette affaire-là. Bon, sur le syndicat unique, tout ça, on avance aussi. Pratiquement, il y a très peu de points d'achoppement à ce jour. Les choses devraient suivre leur cours au cours de début de cette nouvelle mandature. Donc le Covid-19 ce serait peut-être une opportunité pour que la Guadeloupe sorte grandie après cette période de crise ? Grandie, je ne sais pas si on va sortir grandie. Toujours du bois, je ne veux pas dire alarmer la population. On va d'abord enterrer nos morts, et on va en sortir en deuil. Et il y aura sans doute des priorités à dégager au niveau des collectivités pour pouvoir relancer l'économie, continuer à préserver sanitairement, parce qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, relancer l'économie
pour que le contrôle sanitaire ne se rajoute pas un problème social, qui peut avoir aussi des conséquences négatives. Donc tout ceci on va faire preuve de beaucoup d'intelligence. On peut commencer déjà à faire des projections. Je demande au service de CAPEX de se projeter en avant avec les limites, puisqu'on ne sait pas tout à fait comment ce virus va évoluer. En tout cas, on n'a pas le timing précis. OK ? Et donc, tout ceci devra être intégré, on verra bien. En tout cas, il faudra penser nos plaies et nous remettre progressivement. Sachant qu'on est sur un territoire vraiment multi-risque et on n'a pas besoin de celui-là. On a déjà le risque de cyclone, le risque de tremblement de terre, de tsunami, la soufrière. Et voilà que nous avons plus ce coronavirus. C'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut faire avec. La vie est ainsi faite, il faut affronter les difficultés, on n'a pas le choix. Et il faut affronter collectivement pour effectivement s'unir, calmer nos différences, même si on a le droit quand même d'être critique, parce qu'il faut aussi critiquer pour avancer, mais sans chercher à détruire l'autre. Dans cette période, il faut chercher à rassembler davantage. L'État assume ses responsabilités de l'assumer sérieusement, OK ? Et nous devons assumer les nôtres. On doit travailler dans le sens d'une coproduction en termes de développement économique et tous azimuts avec l'État, coproduction. OK ? Je ne parle pas de co-développement parce que nous ne sommes pas indépendants. Mais une coproduction, chacun ses compétences, devra réfléchir à une autre distribution des compétences entre l'État et nous, l'échelon local et l'échelon national, ça sans doute, pour voir que nous puissions, là où c'est le plus pertinent, prendre des décisions, notamment en période de crise, où il y a des décisions urgentes à prendre, doivent se prendre au plus près des lieux où se pose un problème, évidemment. Donc, il y a sans doute dans un bon nombre de domaines, y compris sanitaires, des réformes institutionnelles, voire statutaires à prendre. Sans passion, sans idéologie, mais de façon concrète, encore une fois, d'une coproduction avec l'État, et qu'on puisse avancer ensemble, mais en étant davantage responsable chez nous. Merci beaucoup Éric Jalton, je le rappelle, maire de la commune des Abîmes, mais également président de la communauté d'agglomération de Cap-Excellence. Merci encore. Donc Éric Jalton qui a fait le point justement avec nous, et de retrouver c'est le sénateur Victorin Lurel pour cette dernière partie d'émission. Eh bien, on va voir un petit peu le travail des 70 couturiers et couturières. C'est globalement, c'était 70 à peu près justement couturiers et couturières à avoir décidé de fabriquer des masques à destination des personnels soignants, mais aussi de toutes les personnes qui sont contraintes de travailler pendant cette période de confinement. On félicite notamment l'appel aussi de Dominique Virassamy, président de l'association Sauvons nos entreprises guadeloupéennes, qui s'est très investi justement dans cette démarche. Et on regarde un peu le résultat de ce travail. Regardez. Pourquoi cette initiative? C'est qu'il y a une dizaine de jours, on a vraiment, pour travailler, on avait une difficulté de trouver des masques. C'est vrai que c'était livré dans des pharmacies, mais ça nous arrivait d'arriver, il n'y avait plus de masques, ou sinon on nous donnait de petites quantités, voire 10 pour la semaine. Et c'est vrai que ce n'était pas possible. On s'est dit pourquoi pas faire appel à la population guadeloupéenne, nos couturières, toutes les petites mains, pour qu'elles puissent nous donner, nous accompagner en tout cas, pour la réalisation de masques sans tissu. Voilà ce qui se fait déjà à l'extérieur. Voilà. C'est vraiment un grand élan de solidarité qu'on a demandé à nos couturières de Guadeloupe, les petites mains, un peu tout le monde. Et il y a eu un grand élan de solidarité, plus de 70 couturières qui ont joué le jeu. Je tire mon chapeau à toutes ces petites mains, toutes les personnes qui nous ont encouragés. On a sillonné un peu partout en Guadeloupe, aussi bien la Basse-Terre, la Grande-Terre, un peu partout. Vraiment, félicitations à toutes ces couturières en tout cas. On ne s'est pas arrêté qu'aux professionnels de santé. On a lancé un appel aux agents de sécurité, un appel aux ambulanciers, à toutes les personnes qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent au moins avoir une protection. Je ne dirais pas que ça va remplacer le FFP2, mais au moins il y aura barrière. Parce que les couturières, elles ont fait, je vais vous faire voir, je vais vous donner un exemple de masque. Voilà, par exemple ce masque, il y a une double épaisseur.
il y a... Voilà. Alors, vous allez voir que toutes les couturières, elles ont laissé un espace pour qu'on puisse ajouter quelque chose. Voilà, elles se sont donné les moyens en tout cas, pour qu'on puisse ajouter une autre matière pour faire barrière. Je dis bien que ça ne remplace pas le FP2, mais au moins les ambulanciers, toutes les personnes qui sont sur le terrain auront quelque chose en tout cas. Et ça, c'est notre priorité. On a eu aussi l'appel en Martinique pour ce week-end pour savoir comment on a procédé. La Martinique est en train de mettre en place ce concept. On dit bien que ça ne remplace pas le FP2, c'est très important de le dire, mais seulement ça fera barrière. D'accord? Alors, encore merci à toutes nos couturières, toutes les petites mains. Hein, il y a un pressing à l'assainissement qui a bien voulu laver gracieusement en tout cas tous nos masques. Hein, vraiment merci. Elle a joué le jeu. Il y a des merceries aussi qui ont ouvert, qui nous ont donné du tissu. Alors l'idée, c'est comment ça se passait. Chaque jour, on faisait une programmation. On allait par commune récupérer les masques. Alors il y a ceux qui nous donnaient du tissu, il y a ceux qui nous donnaient aussi les masques. Voilà. Alors c'est vraiment un lionnage, comme on dit. En tout cas, félicitations à tous nos couturiers et couturières qui ont su faire preuve effectivement d'ingéniosité en mettant à profit de leurs compétences pour la fabrication de ces protections pour nos professionnels de santé. Donc ces infirmières qui ont procédé à une distribution, mais des masques qui pourront bénéficier aussi à toutes les personnes qui doivent travailler pendant cette période de confinement. On poursuit l'émission maintenant avec le sénateur Victorin Lurel qui est en direct avec nous. Bonsoir sénateur. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes bien au fait justement de ce qui se passe ici en Guadeloupe et également de ce qui se fait au Parlement français. On aimerait déjà, dans un premier temps, votre analyse sur cette gestion de crise. Beaucoup nous disent qu'on fera les comptes après. Nous, on aimerait bien avoir une analyse maintenant justement sur cette gestion de crise. Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? Si vous voulez une polémique, c'est la question à poser. Il est certain que dans cette phase de montée de l'épidémie, avant d'atteindre le pic, tout le monde est dans l'union et l'unité nationale. C'est une évidence. Toute polémique politique ou politicienne sera très très malvenue. C'est vrai que c'est après qu'on fera le compte. Certains groupes à l'Assemblée ou au Sénat, certains partis politiques, des associations, des syndicats, des fédérations de soignants ont déjà porté plainte ou s'apprêtent à porter plainte. Certains demandent une commission d'enquête parlementaire. Mais franchement, c'est peut-être pas le moment de soulever tout ça. Vous êtes en démocratie. Pendant 3 mois, tous les pouvoirs sont donnés au président de la République et à son gouvernement. C'est le même cas au niveau local. Les présidents de départements, de régions, les présidents de PCI, donc les communautés d'agglo, pour être clair, et les maires ont un véritable pouvoir budgétaire. Ils peuvent engager les budgets sans en référer, sans consulter leur conseil municipal ou communautaire ou régional ou départemental. C'est donc normal qu'au terme de cette période-là, qu'il y ait compte rendu, qu'il y ait question et peut-être qu'il y ait, s'il y a des choses graves, qu'il y ait plainte. Vous êtes en démocratie, les gens sont libres. Mais pour le moment, c'est vraiment pas le moment de poser, si j'ose dire, cette question-là. La question, effectivement, on pourra la poser après, mais le problème qui se pose en ce moment, c'est la défiance justement envers ce gouvernement qui a eu quand même quelques petits couacs au niveau de sa communication. Ils se sont beaucoup contredits ces dernières semaines. Donc, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on est à l'abri justement de cette défiance populaire envers les décisions de ce gouvernement? Il est certain, lorsqu'il y a crise, le président, en
bénéficient en termes de notoriété et de confiance. On l'a vu avec le président Chirac après la guerre d'Irak, on l'a vu avec François Hollande avec les attentats, avec M. Sarkozy après la crise de 2008-2009, on le voit aujourd'hui avec le président Macron avec cette crise-là. Donc évidemment, tout le monde voit que la politique conduite par le président depuis bientôt 3 ans, il doit opérer un virage à 180 degrés. Quoi qu'on en dise, sa politique a consisté quand même dans une optique libérale, néolibérale, pour ne pas dire ultra-libérale, à casser les services publics, l'éducation, l'hôpital, le service de santé, la protection sociale, le régime d'assurance chômage, et j'en passe. Les Outre-mer en savent quelque chose. Bon, il est certain qu'aujourd'hui le président, et on l'a vu dans le discours de Mulhouse en disant « je mettrai 2 milliards pour l'hôpital ». Maintenant j'entends 4 milliards. Ensuite, si on cherche les responsabilités, le fonctionnement de l'Europe, ça ne marche pas. Et donc, Madame Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, avait fait une première déclaration qui était calamiteuse. C'est vrai, depuis lors, elle s'est reprise, et donc aujourd'hui, on met 750 milliards pour aider les États, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas aidé la Grèce, aujourd'hui n'aident pas l'Italie, l'Espagne, le Portugal, bref. Donc ils mettent 750 milliards. Et ils avaient fait ce qu'on n'a pas l'habitude d'analyser, mais ils avaient décidé dans un premier temps de n'acheter que les dettes des entreprises privées. On appelle ça des obligations, sans acheter les obligations des États. Ils se sont repris en disant « Ok, on va financer donc avec la Banque européenne les efforts des États. Donc on va donner plus de moyens budgétaires aux États pour faire face à cette crise du Covid-19. Et on va même plus loin, provisoirement, on met de côté le traité de Maastricht qui impose 3% de déficit et pas plus, 3% par rapport au PIB et 60% en termes d'endettement. Bon, la France est à 99%. Là aujourd'hui, un peu comme le font les États-Unis. Les États-Unis qui mettent 2 000 milliards, 2 trillions, 2 000 milliards de dollars pour faire face. Comment le font-ils? Par la planche à billets. C'est la fédération, la Federal Reserve Board, la Fed comme on dit, qui finance l'État américain. C'est ce que fait l'Angleterre. Leur banque finance par la création de monnaie et donc par la planche à billets comme on dit vulgairement. C'est le cas du Japon. Là, en Europe, tous ceux qui sont dans la zone euro, les 19 pays, ils sont tenus de respecter les ratios. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe a compris qu'il faut donner plus de marge de manœuvre. Donc, tout ça, oui, va être faire l'objet d'enquêtes. Des questions seront posées. Est-ce que M. Macron, depuis 3 ans, ne s'est pas totalement trompé dans son orientation libérale? Est-ce qu'il n'a pas donné trop d'argent aux riches? On a même entendu M. Darmanin dire, eh bien, il faut que le citoyen, le contribuable, finance les TPE et les PME. Il faut faire une souscription citoyenne et publique. Exactement. Bon, tout ça peut poser des problèmes. Que nous, et moi je propose que nous fassions une souscription, une sorte d'appel à l'épargne publique guadeloupéenne pour le CHU et le CHBT. On peut faire ça, mais c'est nous qui gérons ça au niveau guadeloupéen, pour nous-mêmes. Mais monsieur le sénateur, on paye quand même déjà des impôts. Oui, donc, mais il va plus loin en disant que c'est pas suffisant. On fait appel au patriotisme pour dire, compte tenu des efforts que fait l'État, eh bien, il faut aller plus loin et que les citoyens, au-delà de ces impôts, eh bien, mettent encore au pot. Bon, très bien. Tout ça va être diagnostiqué, enquêté et vérifié. C'est un peu normal que le président rende compte. Il a les pleins pouvoirs. Monsieur Chalus a les pleins pouvoirs budgétaires. Madame Borel a les pleins pouvoirs budgétaires. Les maires ont les pleins pouvoirs. Les présidents de PCI ont les pleins pouvoirs. À eux seuls, sans consulter le conseil municipal, communautaire, régional, ils peuvent engager. Et c'est pourquoi, sur le code des marchés publics, il faut alléger les procédures. La querelle qu'on a fait à Madame Borel, l'incertain, elle est très, très, très mal venue. Il faut trouver le moyen de fournir un masque. Quel est le problème sur les masques? Je vous ai entendu un moment avec Jalton, il y a un moment. L'ARS, donc l'État, va fournir des masques aux soignants.
Tout ce qui est un peu médico-social, c'est le conseil général. Donc 2000 personnes, plus 1700, etc. Donc c'est beaucoup de personnes. Donc c'est aux collectivités à faire. Alors madame la directrice générale de l'ARS dit, je peux vous donner quelques masques pour équiper votre personnel. C'est la raison pour laquelle il faut que les couturières de Guadeloupe puissent travailler. Moi personnellement, je viens de plaider dans une audioconférence qui a duré 2h25 avec le préfet, avec le président Chalus, la présidente Borel, plus tous les parlementaires et monsieur le recteur, de dire qu'il y a des chaînes de production ici, elles sont artisanales, mais elles peuvent produire. J'ai cité un certain nombre de personnes, on a cité Dominique Virasamy, on a cité monsieur Oulac, qui est un entrepreneur qui est connu et qui fait travailler des couturières de Guadeloupe qui peuvent produire, qui peuvent fournir. Il faut donc que les exécutifs du pays soutiennent la production locale. Même chose pour les agriculteurs, au-delà de ce que l'on fait pour aider les entreprises. On dit qu'on va donner 1 500 €, bon, c'est peu. En avril, 2 000 €, c'est peu. Qu'on va garantir les prêts, c'est déjà ça. Mais la BPI ne joue pas le jeu. Je dis ça pour que la BPI m'entende. Il faut que la BPI soit plus allante, plus bienveillante à l'égard des entreprises. D'ailleurs, ils ont monté une machine qui n'est pas, à mon sens, n'est pas très efficace. Lorsque vous avez à faire un prêt, vous vous adressez d'abord à votre banque, qui elle-même demande la garantie à la BPI, qui peut refuser. Vous escomptez une traite, vous portez un DAI, vous faites une mobilisation de créances commerciales, comme on dit. Eh bien, ces banques-là vous prennent des frais de dossier qui sont considérables, des agios, des intérêts. Et tant, par exemple, que la collectivité qui vous doit de l'argent, vous avez escompté cette traite-là, eh bien, tant que la collectivité n'a pas payé, eh bien, ces banques-là continuent à vous facturer des frais de dossier, des intérêts. Je peux vous dire, après cette crise, si on ne fait pas des efforts considérables, beaucoup d'entreprises déposeront le bilan. Qu'est-ce que vous entendez par faire des efforts considérables? Quelque chose d'important, ils ont fait des mesures, mais elles sont tellement nombreuses. Il faut pouvoir s'y retrouver, mais en Guadeloupe, il faut adapter. Dans les Outre-mer, il faut adapter. Il faut aller plus loin compte tenu de notre tissu de petites entreprises. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est ce qu'on a plaidé pendant 2h25 avec les représentants de l'État. Donc, ce serait quoi aller plus loin? Aller plus loin, c'est par exemple sur le chômage partiel. Le chômage partiel, les Allemands ont utilisé ça en 2008-2009. Le seul pays européen à avoir sauvé 1 200 000 emplois quand la France n'avait pas utilisé cette méthode. Au lieu de licencier quand il y a baisse d'activité ou quand il y a crise, eh bien vous mettez les gens en chômage partiel ou vous le mettez à temps partiel. Et c'est l'État qui devrait avancer les fonds. Non, là, il faut que l'entreprise qui a déjà fermé, qui est déjà en crise de trésorerie, eh bien avance les fonds. Et l'État rembourse après. Non pour faire comme l'Angleterre ou comme l'Espagne, voire même l'Italie, l'État devrait payer les salaires à raison de 84% du salaire net. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une allocation qui est versée au chef d'entreprise, qui prend à 100% jusqu'à 4,5 SMIC. Il faut améliorer ce système-là. Et si on arrivait à faire ça, ce serait déjà ça. Il faut demander à la BPI en Guadeloupe. Moi, j'étais là, j'étais ministre à l'époque, lorsqu'on a créé la BPI. C'était pas avec cet esprit de banque stricte qu'on avait créé ça. C'était pour aider au développement des régions. Là, c'est des procédures bancaires absolument sévères. Il faut leur demander d'être beaucoup plus bienveillants, plus allants, plus soutenant davantage l'économie. Ce sera pire qu'après 2009, lorsqu'on a eu la grande crise sociale. Là, si on ne fait pas gaffe, on ne fait pas attention, il y aura des centaines et des milliers d'entreprises qui vont déposer le bilan. Donc il faut qu'on adapte mieux à la réalité économique et sociale de nos territoires. Alors, le gouvernement, justement, a en ce moment les pleins pouvoirs, enfin le président de la République, en tout cas, a les pleins pouvoirs. On a sorti une loi d'urgence sanitaire, justement, qui permet des modifications, notamment dans le Code du travail, pour essayer de maintenir les entreprises. Bon, après, il risque d'avoir un conflit social là-dessus, mais bon, ça viendra dans quelques mois. Quand on voit toutes ces démarches, ce pouvoir qui lui a été accordé, pourquoi, selon vous, n'a-t-il pas décrété l'état de catastrophe sanitaire de façon à ce que, justement, les assurances puissent prendre le relais et que les entreprises perdent moins, finalement? Oui, alors, effectivement, il y a une demande. Le président pouvait faire plusieurs choses. Le président et le gouvernement pouvaient faire plusieurs choses. Décréter l'article 16, qui est carrément l'état, j'allais
c'est plus que d'urgence, c'est l'état de siège que ça s'appelle. C'est l'article 16, où le Parlement n'a plus de pouvoir, où c'est les militaires et la police qui gèrent. Bon, De Gaulle a fait ça, je crois, une seule ou deux fois, et il faut après que le Parlement retrouve tous ses pouvoirs. Il ne l'a pas fait, mais c'était pas souhaitable, parce que c'est carrément une sorte de petite dictature militaire. La deuxième chose, il fallait peut-être utiliser la loi de 55. François Hollande l'a utilisée après les attentats du 15 novembre 2015. Il l'a fait. Là, il a inventé un nouveau régime qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, qui est d'ailleurs, qui donne plus de pouvoir au gouvernement, plus de pouvoir au président que l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Et puis, il y a ce que vous venez d'évoquer, l'état de catastrophe sanitaire qui permettrait aux assurances de payer. C'est ça l'intérêt, qui permettrait aux assurances de payer, par exemple, les pertes d'exploitation. Or, normalement, lorsque vous faites votre contrat d'assurance, normalement, enfin très généralement, vous assurez les pertes d'exploitation. Les pertes d'exploitation par fermeture, par baisse d'activité ou peut-être par catastrophe naturelle qui vous fait perdre de l'argent. Pour l'agriculture, c'est un autre régime encore avec les pertes de récolte et les pertes de fonds, avec une partie payée en fonds publics qui s'appelle le fonds de secours. Donc le président, lui, a choisi, son gouvernement a choisi un régime intermédiaire qui lui donne plein pouvoir sans pour autant pénaliser les assurances. C'est pourquoi on lui fait le reproche d'être trop proche, si j'ose dire, des gens qui sont riches. Je peux vous dire que les compagnies d'assurance sont riches. J'en sais quelque chose. J'avais demandé à prendre 5% sur les réserves des compagnies d'assurance pour aider au développement des Outre-mer. Eh bien, j'ai eu tout le lobby des assurances contre moi. Bon, donc là, malgré la crise, et au-delà de ce que le gouvernement a fait, qui est juste, j'avoue que, moi je le dis, il faut reconnaître lorsque c'est bon, simplement c'est pas assez adapté à nos réalités guadeloupéennes. Il faut aller plus loin. Je vous ai cité uniquement le chômage partiel, mais les 1 500 €, ça va pas assez loin. Le président de région peut donner 100 000 € d'aide par aide, 100 000 € par aide. Une entreprise de Guadeloupe peut demander au président de région pour tel et tel, par exemple à l'investissement, peut-être à la trésorerie, 100 000 €. C'est par aide, c'est pas par entreprise. Une entreprise qui demande par exemple plusieurs aides peut avoir 300 000, 400 000, 500 000, selon la nature de l'aide. On a donné de vrais pouvoirs avec rapidité de décision, en excluant toute consultation préalable, même si on le fait en visioconférence, on le fait en audioconférence comme on le fait là maintenant. Oui, c'est possible. On a donné les moyens d'agir. Alors, est-ce que c'est suffisant? Premièrement, les aides sont trop... c'est un fouillis. C'est tellement dense que beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas. Donc, il faut une sorte de vadémécum, une sorte de guide d'emploi pour que les gens s'y retrouvent. Deuxièmement, il faut que les banques soient beaucoup plus bienveillantes à l'égard des entreprises. Troisièmement, lorsque les collectivités, on sait qu'elles ne payent pas à temps, en tout cas pas à 30 jours. Lorsque vous avez une créance sur une collectivité, elle vous doit de l'argent pour être clair. Ben, vous allez à la banque, vous escomptez la traite. Vous allez avec votre DAI, comme on dit, vous escomptez. Bon, il faut que les banques jouent le jeu, acceptent et ensuite ne disent pas « Ah bien, moi, je vais arrêter de vous compter des intérêts lorsque la collectivité paiera ». Tout ça me paraît parfaitement illégal. Lorsque vous avez escompté, vous avez pris des choses. Ensuite, lorsque un chef d'entreprise apporte demande un prêt, on fait des garanties. Bon, parfois on vous donne 40%, maintenant ça peut aller jusqu'à 90%. Mais qu'est-ce que font certaines banques? Ils n'ont pas tout garanti. Imaginez que le département ou la région garantissent une partie. Ils prennent des agios et des frais de dossier sur l'intégralité du prêt, alors que c'est garanti à 40% par eux-mêmes, par des hypothèques et tout ça. Donc tout ça, ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer et qu'il faut, en temps de crise, tout faire pour sauver les entreprises. Voilà, donc on peut améliorer très significativement ce système-là au-delà de la gestion du confinement, du couvre-feu, des restrictions aux libertés personnelles, publiques, aux restrictions à la liberté d'entreprendre. La seule chose qui n'est pas touchée, c'est justement votre liberté à vous, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Mais tout le reste, on peut toucher. Et encore, la liberté de la presse, bon là on a un petit clash entre l'agence régionale de santé et un de nos confrères justement. Donc liberté de la presse, oui, mais en cette période ça devient quand même un petit peu compliqué, hein, monsieur le sénateur. Ah,
ça dépend aussi de la force des journalistes de résister aux pressions amicales ou agressives. C'est à vous à défendre votre liberté. Tous les textes vous permettent de dire s'il n'y a pas de diffamation, s'il n'y a pas des choses graves à l'égard des personnes, vous êtes libre d'éditorialiser, comme on dit en bon français. Vous êtes libre de dire ce que vous avez. Un journaliste a fait un papier hier soir sur la base d'un jugement de tribunal. Je ne vois pas en quoi on peut interdire à un journaliste de donner son sentiment sur la base d'un texte qui est un jugement de tribunal administratif. Tout le monde s'offusque assez rapidement ces temps-ci. Et vu la gestion de crise, bon, on peut vivre. On comprend bien pourquoi tout le monde est un peu stressé en ce moment. Votre vision, justement, monsieur le sénateur, sur ces prochains jours, on parle de confinement jusqu'au 15 avril. Monsieur Jalton nous disait certainement beaucoup plus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà sur cette période annoncée Alors, du d'abord confinement? sur la période que nous vivons, celle que nous vivons aujourd'hui, et je vous parlerai de demain et d'après-demain si on a le temps. Moi j'entends beaucoup de critiques, et vous m'avez d'ailleurs demandé quel est mon avis sur la gestion de crise en France hexagonale et ici. Bon, très bien. Déjà, moi je ne veux pas être dans la critique permanente. C'est déjà assez compliqué pour que nous comprenions que nous devions et que nous devons rester chez nous. Ça c'est une première chose. C'est la seule manière, lorsqu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, ni médicamenteux, ni antiviral, donc il faut rester chez soi. Il y a un risque, je dois vous le dire, et on en discutait il y a un moment avec les autorités, c'est de dire que des gens peuvent penser, on a fait une 14-15 jours, eh bien on est guéri ou on n'a pas été infecté, et donc on peut sortir. Non, il faut vraiment pas sortir. Quand on connaît un peu l'histoire des épidémies, depuis la peste en Europe au XIVe siècle, depuis la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale en 1819, et puis les SRAS vers les années 2008, 2010, etc. Lorsqu'on connaît la chose, on sait que la quarantaine, c'est bien son nom, la quarantaine, c'est 40 jours. C'est un mois et 10 jours au moins. Au moins. On savait depuis le fond des temps, depuis l'Antiquité, que lorsqu'il y a épidémie, lorsqu'il y a typhus, comme on disait, il y a peste, il y a choléra, il y a des grippes comme l'espagnol de l'époque, il faut rester au moins 40 jours enfermé pour éviter la circulation du virus. Eh bien aujourd'hui, malgré les progrès de la science, ce virus-là, eh bien on ne sait pas le combattre. Eh bien la seule façon de combattre, c'est de rester enfermé et strictement enfermé. Évidemment, ça pose des problèmes de liberté. Vous empêchez de sortir, vous aurez des amendes, vous pouvez être emprisonné. Je vais vous raconter une chose que vous devez connaître en tant que journaliste. Si vous sortez par exemple en Corée du Nord, on vous abat et on vous fait payer la balle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On vous abat et on vous fait payer la balle en plus. Oui, à votre famille, en disant ça coûte cher les balles, vous remboursez la balle. Bon, pour vous dire qu'un régime dictatorial ou militaire peu féroce, eh bien, il n'hésite pas à aller jusque-là. Ils ne l'ont pas fait aux Philippines, mais on sait comment on règle les problèmes de délinquance aux Philippines, avec le président Duterte. Bon, on sait ça. Donc il faut qu'on soit, c'est vrai, informé de ce qui se passe dans le monde. On est dans un régime de liberté. On nous demande un mois ou un mois et demi de confinement, il faut le respecter. Les gens doivent comprendre ça. Et j'ai entendu Éric Jalton dire il y a un moment, il a raison, ceux qui circulent librement, de manière un peu insouciante, ce sont des criminels ambulants. Ce sont des empoisonneurs ambulants. Ils doivent le savoir, c'est criminel. Et donc, il faut que tous on comprenne que tant que la recherche n'a pas avancé, qu'un vaccin ne soit trouvé, nous devons rester chez nous. C'est la raison pour laquelle moi je ne vais pas critiquer le gouvernement. On observe ce qu'il fait, on ressent ce qu'il fait, on demande des choses, on fait remonter un peu le ressenti du terrain. Oui, les citoyens font leur job, les syndicats font leur job, le GTG a fait quelque chose d'extraordinaire de dire, moi j'estime que les diligences ne sont pas suffisantes
suffisante. Donc je saisis le tribunal administratif pour dire qu'il y a atteinte au droit à la vie. Et donc, il y a un tribunal, je pense que c'est demain ou après-demain que le Conseil d'État jugera ça, ou peut-être, oui, je pense que le Conseil d'État, c'est pas la Cour administrative d'appel de Bordeaux, je pense que c'est le Conseil d'État qui va juger. Bon, chacun fait sa part de travail, mais tout cela commande d'avoir une discipline, que nous comprenions, quelle que soit la couleur politique de celles et de ceux qui sont au pouvoir, pour notre plus grand bien. Nous devons rester dans le positif, dans l'unité, dans la discipline, et rester strictement confinés et enfermés. Se posera après donc le problème du déconfinement, si j'ose dire ça. Comment sortir du confinement? Et c'est là qu'il faut des tests sanguins, des tests donc sérologiques pour voir avec juste une goutte de sang si vous avez été infecté, si vous en êtes sorti, si vous êtes immunisé. Donc c'est là que la France a tout délocalisé, ne produit plus rien, c'est la Chine qui produit les appareils, qui produit les réactifs. La France doit mettre les bouchées doubles pour que d'ici fin avril, eh bien, on ait des tests en quantité suffisante et bien distribués pour qu'on puisse sortir petit à petit du confinement. Alors justement, Emmanuel Macron a tweeté aujourd'hui que la France devrait retrouver sa souveraineté nationale et européenne, un discours qui sortait un petit peu, qui résonnait un peu comme les mots utilisés par le Rassemblement national notamment, et le programme en fait globalement du Rassemblement national qui n'arrête pas de marteler qu'il faut retrouver justement sa souveraineté au niveau national. Alors, qu'en pensez-vous ? J'espère qu'il n'y a pas d'arrière-pensée politicienne dans l'affaire pour 2022, mais je lui fais ce crédit-là. Ce qui est grave et ce qui est en même temps réconfortant pour nous, le président ne dira jamais qu'il s'est trompé depuis 2017. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une politique d'austérité pour respecter les critères européens. Donc on se rend compte aujourd'hui que cette politique austéritaire qui consiste à restreindre les moyens de l'État, à couper dans les dépenses de l'État, et on prend sur les fonctionnaires, on prend sur les retraités, on prend sur l'hôpital, on prend sur tous les services publics, on a fusionné tous les services déconcentrés de l'État en région ou en département, on a même fermé des sous-préfectures, on ferme un certain nombre, la poste, etc., etc. Bon, donc on se rend compte aujourd'hui que le modèle social français, comme on dit, n'est pas le plus mauvais, c'était l'un des meilleurs, mais qu'on l'a démantelé. François Hollande vient de publier en disant, puisqu'on m'accuse, mais je montre que j'ai recruté 46 000 fonctionnaires dans les hôpitaux quand j'étais là. Aujourd'hui, depuis 2017, le truc a baissé. Je ne fais pas de trucs. Chacun a sa part de responsabilité, lui aussi a sa part de responsabilité, et moi aussi qui vous parle. Nous avons notre part de responsabilité. Mais cela étant, cette théorie, cette politique économique et sociale, elle est calamiteuse. Ensuite, l'Europe doit comprendre que l'Europe ne se fera jamais comme ça. Il faut il faut pas empêcher aux États d'avoir des marges budgétaires pour faire face au coronavirus. Je répète, Trump n'a aucun souci de dollars. Il met des milliards comme il veut parce que la banque fait marcher ses planches à billets pour financer le trésor américain et l'État américain. L'Angleterre le fait avec sa banque centrale qui est indépendante. Le Japon le fait. La Corée du Sud le fait. Non, l'Europe a décidé, vous ne devez pas dépasser 3% de PIB et pour ça il faut réduire les salaires. Et puis on laisse en même temps exploser les profits des banques, des multinationales, du CAC 40. Rappelez-vous, l'an dernier, en 2018, on a distribué près de 58 milliards en dividendes. Eh bien, moi, j'ai tweeté il y a déjà quelques jours pour dire non, il ne faut pas qu'il y ait de distribution de dividendes. C'est-à-dire qu'on va encore aider les riches. Il ne faut pas que, notamment les banques, rachètent leurs actions, fassent des bonus et distribuent des milliards. Ils ont 9 milliards là, à distribuer dans les prochaines assemblées générales d'entreprises. Il faut qu'on s'intéresse à ça. Donc il faut que Macron fasse comme aux États-Unis, qui interdit cela. Pourtant, c'est un pays très libéral. Il faut qu'il dise, pas par simple recommandation, en comptant sur la bienveillance des entreprises, ils doivent imposer la non-distribution de dividendes. On ne peut pas tout demander aux classes populaires et aux classes moyennes et laisser les plus riches, les déciles les plus riches, prospérer comme ça. Donc oui, si le président Macron a fait cette déclaration, il se rend compte qu'il doit faire un virage à 180 degrés de sa politique économique et sociale. Voilà. Et vous pensez qu'elle surviendra réellement ?
Ou bien on aura droit à un nouvel effet d'annonce une fois la situation revenue à la normale? Parce que ça fait le 4e plan pour l'hôpital qu'il annonce et on n'a rien vu venir. Moi, je suis parlementaire, je vois les projets de loi de financement de la sécurité sociale et les budgets, et ensuite quand vous entendez parler des ministres, vous dites mais c'est pas ce que j'ai voté. Les gars présentent ça de manière astucieuse. Je regrette d'ailleurs qu'en Guadeloupe, on ait quelques parlementaires qui ont véhiculé ça ici. Et donc, d'ailleurs, les électeurs ne se sont pas trompés au premier tour des élections municipales. Il faut, même quand vous êtes dans une majorité, j'en étais dans une, quand Hollande a oublié la parole qu'il m'avait donnée sur le Memorial Act, sur le cyclotron, sur l'université, on nous a entendus et on a tout obtenu. Parce qu'on savait dire non à une majorité. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils sont tous silencieux. Et puis maintenant, il y a un petit jeu politique qui se fait. Ils sont dans une majorité présidentielle, mais ici en Guadeloupe, on les entend un peu comme des opposants, quoi. On a déjà vécu ça, hein. On a fait ça avec Hollande, hein. On a vu ce que ça a donné. Il faut être clair en politique, de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est bon là, vous n'êtes pas de mon camp politique, mais c'est bon pour le pays, c'est bon pour la Guadeloupe, on le reconnaît. Lorsque c'est pas bon aussi, il faut le dire calmement, sans agressivité, mais le dire. Mais là non, on pratique l'aplaventrisme et l'agenouillement. Ce n'est pas bon tout ça. Donc il faudrait effectivement qu'on ait des élus, des politiques qui arrivent à mener la barque, malgré par exemple un préfet assez insistant. Vous faites le boulot pour lequel vous avez été élu, c'est-à-dire défendre le peuple. Alors on peut ne pas être d'accord avec vous, vous ne ferez jamais l'unanimité, mais au moins en dignité, en responsabilité et courageusement, vous dites les choses. Alors chacun sa part, parce qu'un élu ne peut pas tout faire. Donc un syndicat porte plainte, c'est son job. On peut le faire également, mais on ne peut pas penser à tout. Donc il faut que les citoyens, vous prenez une loi. Moi j'ai pris des lois pour lutter contre les lobbies. Eh bien maintenant on me dit, mais qu'est-ce que ça donne? Tu réponds aux gens, mais qu'avez-vous fait, vous, en tant que consommateur? Êtes-vous organisé? Avez-vous porté plainte? Je crois porter plainte à votre place. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour appliquer et faire respecter, par exemple, le sucre ou le surplus ou le trop plein de sucre que l'on met dans nos boissons, dans nos yaourts, etc. Qu'avez-vous fait? Bon, alors qu'on peut organiser, on peut même accompagner. Il faut que chacun fasse sa part de travail, que nous soyons des citoyens responsables et debout. Mais voilà, pour le reste, on n'a pas besoin de crier, ni de faire ça dans la vocifération. On peut le faire calmement et dire on n'est pas d'accord. Pour le moment, on n'a pas beaucoup entendu les partisans de Macron en Guadeloupe dire « Monsieur le Président, vous avez tout faux. Et on vous demande de rectifier. Vous abîmez les Outre-mer, vous augmentez les impôts, vous touchez aux retraites, vous touchez au pouvoir d'achat des gens. » Bon voilà, on n'a pas tout à fait entendu ça. J'ose vous dire que ça fait un petit moment que je suis en politique, c'est le plus mauvais gouvernement que j'ai jamais vu depuis longtemps. Franchement, on avait nos erreurs, on peut me critiquer, je prends toute ma part, mais quand même, de là à dire que j'ai un réflexe outre-mer. Moi, je viens d'entendre la ministre qui est mon amie, Annick Girardin, qui était avec moi ministre et qui passait avec M. Macron. Mais enfin, quand même, on dit c'est pas possible que ce ne soit pas adapté à ce point-là. Pour le reste, la gestion locale, moi, je ne vais pas critiquer le préfet, ni Madame la directrice générale de l'ARS. J'ai fait les interventions qu'il fallait, notamment sur la fermeture des frontières, sur les croisières, que le ZAMDAM n'accoste pas ici, on l'a dit, le préfet a dit qu'il vérifiera, mais qu'il n'a pas cette information, que l'on contrôle à l'aéroport, que oui, on doit sécuriser Marie-Galante, que les îles de l'archipel soient bien desservies, que nos propres affinités, comme on dit, des Guadeloupéens qui arrivent ici, respectent la quatorzaine. Eh bien, peut-être qu'il faudrait avoir dans les communes peut-être des bâtiments mis à disposition par les maires avec un gardiennage et une surveillance appropriée, que les gens respectent 15 jours de confinement pour éviter de propager le virus. Bon, bref, tout ça se fait. On a eu une réunion de travail pendant 2h25. J'ai trouvé ça franchement intéressant et productif. Chacun a apporté sa part. Le préfet et Mme Denux ont dit qu'ils feront leur job. Moi, je fais confiance. Cela étant, la confiance qu'on peut déléguer ne s'accompagne toujours de contrôle après. Donc chacun comprendra ça. Donc on a très bien compris en tout cas le message. Vous attendez de voir des résultats? Oui, moi on a demandé par exemple qu'il y ait des couvre-feux partout en Guadeloupe le soir. Le préfet a fait un point sur les violences intrafamiliales et la délinquance. Ça a beaucoup baissé, comme la pollution a beaucoup baissé partout dans le monde. Ici, bon, ça a commencé à
ça a baissé sérieusement, mais il faut suffisamment de lieux d'accueil, de procédés, de procédures pour permettre aux hommes battus, ou aux femmes battues, aux enfants battus, pour pouvoir signaler ça aux autorités. S'il y a des braquages le soir, eh bien, il faut des couvre-feux, et donc le préfet a demain, je crois, une réunion avec tous les maires. Probablement, il y aura des demandes faites par les maires pour que les gens ne sortent pas le soir. Bon, voilà. Donc, on a demandé sur le contrôle des prix. Il faut contrôler les prix. Le préfet a déjà pris un arrêté pour contrôler les gels et les flacons hydroalcooliques. Et sur les produits de première nécessité ou l'alimentaire, tout simplement, parce que certains profitent déjà. Oui, moi, j'ai personnellement demandé ça sur tous les produits. Alors, il y a le bouclier égalité-prix, mais pour moi, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut carrément mettre des prix plafonds, bloquer les prix. Ça, c'est clair. Il y aura probablement surenchère et inflation. Donc, il faut bloquer, à mon sens, les prix. Ensuite, on s'est interrogé, j'ai posé personnellement la question, sur l'effondrement des recettes des communes, de la région et du département. Les EPCI sont un petit peu plus sauvegardés parce que leurs recettes ne sont pas indexées sur la conjoncture en fonction de l'activité. Bon, ni l'argent, pas de l'argent. Là, l'octroi de mer, eh bien, il y a moins d'importations, fortement il y aura réduit. moins d'argent. Le carburant, il y a moins de voitures qui roulent et de véhicules, il y aura moins d'argent pour la région, pour le département, pour les communes, pour les EPCI. Que fait l'État? Il faut d'ores et déjà penser à un plan. Ensuite, sur l'hôpital, bon, on nous a donné des choses sur les lits de réanimation qui devraient monter à 75. Bon, le délai, on ne sait pas très bien, mais la programmation est faite. Il y a aussi pénurie sur certains produits, notamment le curare, la morphine, la cortisone, comment on dit ça, les initiateurs d'anesthésique, le propofol. Bref, on va entrer dans la technique, les antibiotiques. Bref, il y a tout ça. Donc, tout ça est programmé. Madame de Nux, fait son travail. Mais chaque fois qu'on a une audioconférence, on vérifie que ce que nous avons relayé, les besoins du terrain, le ressenti, est-ce que c'est bien pris en compte? Voilà. Pour le moment, j'ai trouvé ça, pour une fois, quand je suis un homme critique, j'ai trouvé ça très bien. Il faut rester donc dans cette unité-là, tout en posant les questions, tout en disant qu'on n'est pas d'accord lorsqu'on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, il faut rester vigilant. Chacun, à sa manière, dit que la Guadeloupe doit sortir dans cette affaire-là, que l'État doit prendre encore plus de responsabilités pour éviter une catastrophe sociale, l'explosion du chômage après la sortie du confinement. Bon, la crise sociale et économique semble quasi inévitable. Mais hormis cela, est-ce que les élus justement guadeloupéens sont prêts, donc vous avez discuté déjà, est-ce que vous êtes prêts à prendre vos responsabilités, même si l'État fait défaut? C'est une question qui est posée par le biais notamment d'une lettre ouverte, d'un appel à un sursaut de nos élus qui a été publié avant. Oui, j'ai lu cette lettre ouverte. Vous l'avez vu? C'est pour aujourd'hui, demain et après-demain. Elle reste un peu générale, donc je respecte sa philosophie. Mais on a donné un pouvoir considérable aux exécutifs de Guadeloupe. Aujourd'hui, je répète, ils peuvent, sur les 3 mois qui viennent, sous réserve de respecter quand même un certain nombre de règles, bien entendu, c'est de l'argent public, ils peuvent tout faire. Ce qu'on ne pouvait pas faire très rapidement, on peut aider mieux la production locale. On peut, par exemple, développer une vraie filière agro-écologique en Guadeloupe. On peut une vraie filière artisanale, on a parlé de la couture, des masques et tout ça, mais une vraie filière agrochimique, etc. Le gel est un exemple. On peut vraiment aider et très rapidement. Donc les exécutifs, à leur place, moi je ne suis plus exécutif, je suis parlementaire, on est là pour faire des lois, porter des amendements, écrire au ministère, faire les interventions en faveur des administrés et des citoyens, ok, mais ceux qui gèrent un budget de département, région, commune, PCI, communauté de communes, etc., là, oui, ont les moyens. Alors évidemment, est-ce que c'est suffisant? Lorsqu'on fera le compte et qu'on verra qu'à la fin de l'année, que les recettes ne sont pas entrées, l'octroi de mer s'est effondré, que la taxe spéciale de consommation sur les carburants s'est effondrée, que peut-être les DTMO, donc ce que les notaires prélèvent sur les transactions immobilières, se sont peut-être effondrés, que le département a moins d'argent. Que l'État donne le RSA et que le Conseil général fasse son travail, ça se fera très bientôt pour la fin de semaine prochaine, où on va verser le RSA. Bon, là, il y aura des choses à gérer. Ce n'est pas simple de gérer cette période-là. Elle est compliquée, d'autant plus qu'il y a restriction de liberté, restriction de la liberté
fermeture d'entreprises, ne reste que l'essentiel. L'alimentaire, l'agroalimentaire, quelques services publics, les permanences dans les mairies, etc. Et puis du télétravail. Il ne faut pas aussi que les entreprises profitent pour licencier les gens abusivement. Donc ça demande véritablement un souci de tous les jours à faire du sur-mesure et qu'il y ait de la bonne volonté partout, que les banques comprennent ça, que les administrations publiques comprennent ça, que la DIECT admette le chômage partiel, et pour qu'on puisse repartir très rapidement lorsque les entreprises vont rouvrir de nouveau. Et comme vous le dites, que la Banque publique d'investissement joue le jeu et que les banques aussi également jouent le jeu, parce que ça sent pas bon en tout cas pour les chefs d'entreprise. Bon. Et les banques ont perdu beaucoup d'autonomie pour le moins petit prix. Ils doivent demander à Paris. Ils ont mis tout leur centre de décision à Paris. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait de l'autonomie. Il y a quelques banques qui le font encore, mais il faut de l'autonomie. Il faut que la BPI, je le dis, moi j'étais à la base de la création avec d'autres ministres, là j'estime qu'ils peuvent faire mieux. Franchement, mieux. Et il y avait même un conseil d'orientation de la banque qui était présidé par le président de région. Moi, je l'ai présidé une fois. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'ai demandé au président Chalus de convoquer ces gens-là et de leur demander, mais que faites-vous? Il faut être plus allant. Le président a dit qu'il a pris un certain nombre de mesures pour garantir les prêts, pour faire des prêts relais, des prêts rebonds, etc. Mais il ne faut pas confier ça totalement à la BPI. Avec leurs critères de banquier, on va abîmer tout ça. Moi, je le dis, je ne suis pas soupçonneux. C'est une réalité. Je demande, moi, en tant que responsable politique, que la BPI, les banques comprennent ça. Les entreprises ont besoin d'elles. Il y a des garanties. Il y a même de la réassurance faite par la BPI elle-même à la demande du gouvernement. Tous les filets de sécurité sont tendus. Elles doivent mieux aider, si j'ose dire, les entreprises pour ne pas déposer le bilan. Alors, les entreprises, c'est une chose. Et une dernière question, monsieur le sénateur, puisque le temps nous fait défaut, malheureusement. Vous êtes en relation étroite justement avec les autres élus du département, avec le préfet de région également. On sait qu'il y a cette problématique de l'eau, puisque le confinement, on a le confinement avec jardin ou le confinement avec vue sur fenêtre et mur du voisin. Ce sont des conditions qui ne sont pas les mêmes. On a des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources et donc qui n'ont pas forcément beaucoup de vivres, qui doivent continuer à fonctionner pour autant. On a ces personnes qui n'ont pas d'eau. Donc, sur la question de l'eau déjà, est-ce que vous chuchotez à l'oreille du préfet concernant le plan Orsec eau? On en a beaucoup entendu parler, notamment avec les Moon Guadeloupe. On a le jeune Cédric Cornet sur le gosier qui n'arrête pas de le marteler tous les jours sur les réseaux. Est-ce qu'on pourrait avoir ce plan Orsec eau? Écoutez, c'est un problème qui est compliqué. Moi, je n'ai pas eu à gérer l'eau dans les compétences que j'ai eu à exercer dans ma vie politique. Je dis que ce problème de l'eau, sans vouloir chercher des poux dans la tête de tel ou tel, mais il a manqué un leadership politique en Guadeloupe, de l'autorité politique face au préfet. Le préfet dit: je fais pour le mieux, je fais des réquisitions, je vous demande à mettre des bouteilles d'eau. Le SIAG, avant même la présidence de Bernier, était déjà en faillite, qui l'on sait. Aujourd'hui, tout le monde paye ça. Des entreprises ont quitté le pays et n'ont pas payé, et on les a pas querellés, on les a pas recherchés en responsabilité, les grosses entreprises qui géraient ça. Bon, aujourd'hui, oui, il faut parer à l'urgence. Alors, ça peut être un plan Orsec eau, il faut que les gens puissent se laver, ça c'est clair. Si les gestes barrières, c'est l'eau d'abord. Il faut qu'il y ait de l'eau. Donc il faut se donner les moyens de mettre des bacs, de mettre des citernes, de mettre tout ça. Moi, j'avais initié une politique de citernes en Guadeloupe, récupération des eaux de pluie. Le président Chalus continue à le faire. Il faut utiliser tout ça. Il faut tous les moyens pour sauver les vies. Et le reproche fait à Borrell, je dis que c'est franchement odieux. Il faut tout faire. Tout faire. Moi, j'ai affrété un avion à l'époque pour aller aux États-Unis quand j'étais président. Oui, il faut affréter un avion pour trouver les masques, trouver les respirateurs. On a des devis du Canada pour fournir, par exemple, des respirateurs. On a des devis de Turquie pour les masques, etc. Chacun fait sa part. Évidemment, il faut se prémunir. Il faut vérifier qu'on ne paye pas quelque chose qui n'arrivera jamais. Le Premier ministre lui-même l'a dit. Même pour la France, État souverain, eh bien, le monde entier commande en Chine. Ils n'ont plus rien en France, plus rien en Europe, sauf peut-être en Allemagne, qui a gardé sa base industrielle. Eh bien, il faut tout faire. Eh bien, aujourd'hui, que faire en quelques jours pour avoir de l'eau?
c'est permettre aux agents du SIAC de sortir, d'aller réparer, de leur donner les masques et les habits appropriés pour colmater les brèches et faire que l'eau revienne. Voilà. Donc déjà commencer par ça. Déjà commencer par ça. Bon, pénurie, on comprend effectivement l'action de la présidente du département sur cette commande de masques. Comme je le disais hier, on ne peut pas reprocher aux élus de ne rien faire et quand ils font également le leur reprocher. Mais on fera les comptes aussi à ce niveau-là après la sortie de crise. Et comme vous le dites, les recettes du département seront fortement réduites. Donc est-ce que quand même on ne devrait pas regarder à la dépense ? Ah mais bien sûr, cependant l'État vous donne les moyens de bousculer votre budget. Vous pouvez exécuter à vous seul 100% du budget de 2019 ou du budget voté. C'est le cas de Borel qui a voté son budget. La région Guadeloupe était peut-être la seule région de France à n'avoir pas eu de budget. Donc la région va compter sur le budget de 2019. Le président de région peut exécuter 100% du fonctionnement. Ça va faire je ne sais pas combien, dans les 280 quelques millions, je dis ça de mémoire. En investissant, ça doit faire dans les 220 et quelques millions. Il peut exécuter. Il peut transférer d'un chapitre à l'autre, parce que vous allez exécuter le budget avec les lignes votées en 2019. Vous pouvez avoir une insuffisance de crédit sur une ligne et un surplus sur une autre. Vous pouvez faire des transferts pour vous permettre de faire face aux dépenses. Ils peuvent agir vite. Évidemment, vous rendrez compte après. Si vous sucrez vos amis, si vous donnez à une même entreprise des sommes et que les autres crèvent, donc oui, il y a quand même des garde-fous. C'est une évidence. Non, aujourd'hui, en période d'urgence, on a transformé les exécutifs en potentats budgétaires. Un 49.3, un article 16 budgétaire, donc un état d'urgence budgétaire. Les exécutifs peuvent beaucoup faire. Évidemment, certains n'oublient pas qu'il y a des élections dans 2 mois et demi, il faut éviter de servir une seule clientèle. On voit ça dans certaines distributions de certains colis. Bref, on n'est pas là pour ça. On est dans l'unité, mais ça n'empêche que vous ouvrez les yeux. Vous regardez comment ça se fait. Donc il y a des choses à faire. On peut agir. Moi, là où je suis inquiet, c'est pour le dépôt de bilan des entreprises. Là où on fait des propositions, j'en ai fait et je continue à en faire, même si je ne passe pas tout le temps à la télé pour faire savoir tout ça. Je le fais parfois sur Facebook ou sur Twitter. Surtout sur Twitter. C'est de dire qu'il faut que l'État continue, dès maintenant, commence à préparer un plan de sauvetage, de sauvegarde des entreprises. Il faut qu'il y ait dès maintenant une préparation pour des cellules psychologiques, pour le post-traumatique, pour les soignants, mais aussi pour les gens qui n'ont pas fait leur deuil. Il faut, par exemple, pour les aides-soignants, parce que le médecin et l'infirmier, ils font leur job. Mais quel est le personnel soignant qui voit le plus les malades et au contact? Ils font leur toilette et ils apportent à manger. Ce sont les aides-soignants qui sont parfois sans masque et qui sont proches des gens dans leur visage. On oublie un peu cette catégorie-là, qui est peut-être la plus exposée. Ces gens-là, il faut les protéger. Alors on a tendance à dire, bon, ça fait plaisir, bien sûr, ce sont nos héros, mais un héros mort, bon d'accord, c'est un héros, mais il est mort. Donc il faut tout faire pour que ces gens-là soient protégés. On le dit sans vocifération, parce qu'on le voit aussi dans l'Hexagone, des gens qui sont démunis et qui avec dignité font leur job. Ici, on le fait de belle manière, avec la solidarité du pays, avec ce sens et messes et l'habitude, nous on le fait. Mais pour autant, il faut se donner les moyens, il faut se battre. Chaque élu a sa manière, fait sa part de travail. Le préfet, avec son style, fait son travail. Madame Denux fait son travail. On contrôle un peu, on demande, on propose, et puis, c'est vrai, chacun rendra des comptes. Merci beaucoup Victorin Lurel, je le rappelle, sénateur de Guadeloupe, d'être intervenu justement pendant cette émission. Merci encore. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus spécial Covid-19. Vous le savez, cette pandémie qui est en train un peu littéralement de ravager le monde et bientôt son économie. On n'est pas à l'abri effectivement d'un gros tsunami social aussi par la suite. En tout cas, Marie Zetzol, Éric Jalton et Victorin Lurel vous ont livré leur vision justement de cette gestion de crise et de l'après. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas, restez chez vous, restez bien confinés tant que faire se peut, ne vous déplacez qu'en cas de force majeure et tout ça devrait
relativement bien se passer. Le confinement est prévu donc jusqu'au 15 avril. On pense qu'on aura un petit renouvellement d'une quinzaine de jours qui sera annoncé d'ici le 15 avril. En tout cas, restez branchés sur Canal 10. Nous, on continue le travail et on se retrouve très bientôt. Bisous.